Je vous propose une interview autour du jeu de rôle car commence ce mardi 27 novembre une campagne autour d'un jeu de rôle qui est une réédition, une version 1.5 d'un jeu de rôle qui avait été édité chez Matago et ce jeu de rôle s'appelle Metal Adventure. On en parle avec l'auteur de ce jeu qui n'est autre que Arnaud Cuidé. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors avant de parler de ce jeu de rôle qui va nous emmener aux confins de la galaxie chez Matago, on va s'intéresser un peu à vous. J'ai été impressionné par la fiche CV qu'on peut trouver sur Facebook, car on trouve plein de noms assez, j'avais envie de dire majestueux, mais en tout cas renommés de maisons d'édition du jeu de rôle, que ce soit les éditions du Matago, mais aussi Multisim, il y a Sans Détour. Après, quand on parle de jeux, on voit Rackham, les éditions Mnemos, les 12 singes. Vous êtes, je crois avoir compris, auteur, concepteur de jeux. Et puis, il y a quelque chose dont on va parler un peu après. Vous êtes également magnétiseur et chamaniste, ou chaman, comment on dit, chaman tout court. Ouais, on dit chaman tout court. Si on veut être super précis sur les termes, on dit praticien du chamanisme. Alors, j'imagine que le jeu, quand on est auteur de jeux de rôle, c'est une vraie passion qu'on entretient depuis très longtemps. La découverte du jeu de rôle, elle a commencé à quel âge et par quel jeu ? Alors, elle a débuté, donc c'était pas hier, hein, j'avais 9 ans. Voilà, donc j'étais encore à l'école et c'était à l'époque où arrivaient les livres dont on est le héros. Et donc j'en lisais beaucoup et je suis passé des livres dont on est le héros à ce qui était quasiment le seul jeu de rôle existant à l'époque, Donjons et Dragons. Voilà, donc je me suis acheté la boîte rouge et j'ai commencé à jouer à Donjons et Dragons et je me suis pas arrêté depuis. Alors ça veut dire que j'imagine que beaucoup de jeux de rôle vous est passé entre les mains parce que Donjons et Dragons c'est la référence ultime quand les jeux dont vous êtes le héros sont arrivés après il y a l'Œil Noir qui est arrivé qui a marqué aussi son époque et puis plein d'autres jeux de rôle. Ah oui, oui. Ah bah alors, la liste serait un peu longue à faire, mais effectivement, il y a eu l'Œil Noir, Cyberpunk, Shadowrun, Star Wars, beaucoup de Shadowrun, Ambre. À quoi on a joué aussi? On a joué à des jeux White Wolf, Nephilim, voilà, forcément, Nephilim, beaucoup. Donjons et Dragons, au fil des années, j'ai joué à toutes les éditions. Agon aussi, un peu. Après, j'ai joué aussi à tous les jeux auxquels j'ai participé. Donc, il y a eu Rétro Futur, les jeux Rackham, il y en a eu plein. Et le déclic qui fait passer un joueur à auteur ou concepteur de jeux de rôle, il arrive à quel moment ? Je suis pas sûr qu'il y ait eu un déclic, comment dirais-je, ponctuel. Je pense que ça s'est fait graduellement. Comme beaucoup de meneurs de jeu, j'ai eu, enfin très tôt, mais même sans me poser la question de la professionnalisation, j'ai écrit mes scénarios et mes campagnes. Et puis après voilà, progressivement. Après il y a quand même eu un déclic, c'est qu'il y a eu un moment où je me suis dit je n'irai pas travailler dans le domaine du droit, contrairement à ce que me prédestinaient mes études, et je travaillerai dans le milieu du jeu de rôle. Donc là il y a eu un vrai déclic, mais qui m'a pas fait devenir auteur, qui m'a fait devenir vendeur en boutique. Et puis comme la boutique était pas loin de Multisim, il y a des accointances qui se sont faites, et puis comme je jouais par ailleurs à Nephilim, de fil en aiguille, mais voilà, c'était très progressif. Je me suis retrouvé à proposer un scénario à Sébastien Cellerin, qui était à l'époque responsable éditorial de Nephilim, et c'est comme ça que l'aventure a commencé par le chapitre des règles de combat de Nephilim Révélation. Voilà, c'était au tout début des années 2000. Je pose souvent cette question parce que dans le jeu de rôle, il y a les maîtres de jeu, mais ils sont moins nombreux que les joueurs. Et on peut très bien rester joueur et apprécier jouer et ne pas vouloir passer derrière le paravent. Généralement, les concepteurs de jeux sont souvent ceux qui masterisent les jeux de rôle et qui veulent en faire plus encore. Oui, oui. C'est même à une justement avec Sébastien, à une époque, on avait essayé
de trouver des auteurs qui soient surtout joueurs, voire exclusivement joueurs, parce qu'il y avait l'idée qu'ils auraient qu'ils auraient probablement d'ailleurs une approche différente du jeu, de la conception de jeu, mais c'est vrai que la plupart des auteurs, sinon tous, sont plus meneurs que joueurs. Alors dans le monde ludique, est-ce que vous êtes exclusivement rôliste ou est-ce que le jeu de rôle mène aussi aux jeux de société, aux jeux de cartes, aux jeux vidéo peut-être? Tout. Tout. Ouais, non, j'oserais presque dire que j'ai tous les vices. En ce moment, c'est surtout jeux de rôle et jeux vidéo, mais fut une époque où je jouais à tout, les jeux de plateau, les jeux de cartes, les wargames. J'ai une boîte de Squad Leader à la maison. Enfin, oui, non, je suis rôliste multitâche. Et est-ce qu'on a encore du temps? Parce que quand on a 20 ans, c'est assez facile de se dégager du temps pour jouer avec les amis. Quand on commence à avoir une vie de famille, une vie professionnelle, est-ce qu'il nous reste encore du temps pour pratiquer autant qu'on le voudrait? Alors moi, je triche. J'ai la chance de vivre avec une femme exceptionnelle qui, parmi ses nombreuses qualités, a celle d'être joueuse elle aussi. Donc la plupart de mes parties de jeux de rôle, je les fais avec elle. Et puis quand elle va faire ses raids sur WoW, et moi je peux jouer sur ma PlayStation et tout va bien. Alors, on en parlait en début d'interview, vous êtes également magnétiseur et chaman. Est-ce que c'est lié? Alors a priori non. C'est lié de fait parce que je suis la même personne dans les deux cas, mais c'est deux trajectoires complètement différentes à la base. Mais est-ce que la pratique du chamanisme a été découverte avec peut-être le jeu de rôle ou est-ce que du coup vous vous retrouvez un peu dans les deux? Est-ce que dans le jeu de rôle vous apportez votre pratique de chaman? C'est une question à laquelle il est assez difficile de répondre sans passer pour un illuminé. Alors je vais essayer quand même. Mais en fait, dans le chamanisme, il y a la pratique que je dirais technique ou de travail avec les trans, le tambour ou éventuellement les plantes pour ceux qui travaillent avec les plantes. Et puis aussi une activité de conteur, avec tout un aspect de mise en scène des mythes pour redonner du sens à la vie. Et c'est par ce biais de conteur que j'ai un peu rebouclé mes autres activités et essayé d'intégrer tout ça à la vie que j'avais déjà avant. Voilà, j'espère que je suis clair. C'est très clair. Super. Alors, en tant que joueur, on rêve de tomber sur le maître de jeu qui vous fait la partie, on va dire, la plus belle ou la plus trépidante qui soit. On imagine que tomber en plus sur un maître de jeu qui a des aptitudes de conteur, ça doit être des plus agréables. Je me qualifierais pas forcément avec des qualités de conteur, encore que. Enfin, c'est pas moi qu'il faut poser la question, mais je travaille beaucoup en amont en fait. Du coup, comme c'est aussi mon métier, c'est plus facile parce que ça me permet de dégager du temps pour ça. Et j'aurais tendance à dire que, en tout cas sur mes parties à moi, la plus grande partie du travail qui fera entre guillemets la qualité de la partie est déjà faite avant qu'on se mette à jouer. Alors, l'actualité d'Arnaud Cuidé et de Matagot, c'est ce 27 novembre, la campagne de financement participative autour du jeu Metal Adventure. Alors, je le répète, c'est un jeu qui avait déjà été publié par Matagot en 2009 et donc c'est une version 1.5 de ce jeu. Le pitch, c'est des pirates ou des corsaires de l'espace. On va jouer dans l'espace, c'est un jeu de rôle science-fiction. Exactement. Donc ça se passe dans une galaxie imaginaire qui est, on va dire, ravagée par la guerre et par les conflits entre plusieurs nations stellaires. Et les joueurs incarnent des pirates de l'espace qui, eux, ont choisi la liberté, l'aventure, une vie comme ça, un peu hors norme, et qui voyagent dans la galaxie pour trouver des trésors, venir en aide à ceux qui en ont besoin, découvrir des planètes inexplorées, voilà. Alors, si on rapproche ça à Star Wars ou aux Gardiens de la Galaxie, on a une idée un peu vague et un peu plus précise du jeu de rôle? Alors pour le coup, presque plus Guardians of the Galaxy que Star Wars.
parce que dans la galaxie de Star Wars, enfin en tout cas la perception que j'en ai, quelle que soit l'époque à laquelle on joue, c'est quand même très ordonné comme galaxie, hein, que ce soit par l'Empire ou par la Vieille République, mais si c'était une façon différente. Alors que la galaxie de Metal Adventures, c'est un peu plus le chaos. Voilà, il y a quasiment la moitié de la galaxie où il n'y a pas vraiment de gouvernement. Même les zones où il y a des gouvernements, du fait des conflits incessants, c'est pas toujours très bien ordonné. Donc c'est plus un peu l'ambiance Guardians of the Galaxy que Star Wars. Alors dans Metal Adventure, il y a des choses qui changent. Déjà, les jeux de rôle science-fiction sont pas en tout cas pour ce que je trouve, sont pas les jeux que l'on trouve le plus au plus nombreux en fait. On joue souvent de l'heroic fantasy que du science-fiction. Est-ce que il y a au niveau de la conception, c'est plus dur de penser un système en galaxie en mode monde et planète unique comme un heroic fantasy? Alors c'est rigolo comme question, parce qu'il y a 10 ans, j'aurais répondu non, c'est la même chose, de toute façon un contexte de jeu, c'est un contexte de jeu, le fait que ce soit de la science-fiction, ça ne change rien. Et 10 ans plus tard, je me suis rendu compte que, en fait, si, ça change tout. C'est qu'effectivement, j'aurais pu me rendre compte il y a 10 ans, d'envisager toute une galaxie avec des milliers, enfin même des milliards et des milliards de planètes, plein de gens, les temps de voyage, les paramètres astrophysiques et tout ça, même si Metal Adventure c'est pas un jeu hard science, j'ai quand même essayé de pas faire trop n'importe quoi. Enfin tout ça, ça change des tas de trucs. Ouais. C'est un travail de titan, je ne m'en rendais pas compte. Mais ça ouvre aussi la possibilité aux joueurs de pouvoir inventer leur propre planète ou leur propre système solaire juste à côté. On laisse toujours cette porte ouverte aux joueurs et aux autres maîtres de jeu. Ah oui, complètement. Et même dans Metal Adventures, cet aspect-là est intégré, est préparé, on va dire, par le background, parce que donc il y a quasiment la moitié de la galaxie qui est pas régie par des nations, où les cartes sont pas très fiables et où même l'environnement, j'allais dire naturel, enfin les supernovas et tout ça sont pas très stables non plus. Et du coup, il y a un petit paragraphe dans le guide du meneur qui explique, bah voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez dans ces endroits-là. Et puis même si à un moment vous vous rendez compte que ça vous va plus ou que vous avez fait un truc qui est finalement pas cohérent avec ce que moi j'ai publié dans un supplément, bah vous pouvez tout raser avec une supernova, repartir à zéro et tout va bien, quoi. Donc oui. Alors parlons un peu du système, et puisque les joueurs vont pouvoir trouver, comme dans tout jeu de rôle, on va incarner un rôle et du coup on va pas retrouver des elfes, des nains ou des guerriers et des magiciens. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce Metal Adventure? Alors dans Metal Adventure, dans la galaxie de Metal Adventure, il n'y a plus que des humains, mais certains de ces humains ont muté. Donc un des premiers choix de la création de personnages, c'est de savoir si on joue un humain dit normal, hein, avec des guillemets, ou si on joue un humain mutant. Et après, le deuxième choix crucial, c'est le choix de l'archétype. Hein. Donc tout le monde joue des pirates de l'espace, mais tous les pirates de l'espace sont pas identiques. Donc très brièvement, les 6 archétypes, c'est le canonnier, le fusilier, le navigateur, l'historien, le séducteur et l'ingénieur. Des personnes qu'on retrouve facilement en équipe dans un vaisseau pour mener à bien un raid ou un voyage galactique. Exactement, oui, c'est ça. C'est en fait dans Metal Adventures, le jeu en équipe est très important. Notamment dans la gestion du vaisseau spatial, qui est pas seulement un véhicule dans Metal Adventures, mais qui est aussi la maison des personnages. Et en fait, au sein du vaisseau spatial, tout le monde a quelque chose à faire. Tout le monde a un rôle à jouer, que ce soit dans la réussite des voyages ou dans la réussite des combats. Et il y a tout un tas de mécanismes d'entraide, d'encouragement, pour que chacun puisse s'épauler et vraiment constituer un équipage fraternel. Et au niveau du système, quand on parle de système de jeu de rôle, on utilise un système D20 pour Donjons et Dragons, il y a des systèmes D6. Quel est le système utilisé dans Metal Adventure? Alors, c'est un système à base de brouettes de D6. Voilà. Donc les scores des personnages qui sont sur 5, c'est le nombre de D6 qu'on jette. Chaque dé qui fait 4 ou plus, c'est un succès. Si vous faites autant de succès que la difficulté de l'action, c'est réussi. Et puis j'ai cru comprendre qu'il y avait une réserve aussi de dés dans lequel on pouvait piocher.
Tout à fait, c'est le Metal Factor. Donc en fait, comme je dis toujours, la galaxie de Metal Adventures est sombre et violente, mais les personnages joueurs ont eux aussi le droit d'être sombres et violents. Et en fait, il y a un certain nombre de compétences dans le jeu qui sont identifiées comme violentes. Et quand on utilise ces compétences, on peut piocher dans le Metal Factor. Donc c'est une réserve de dés à disposition des joueurs et uniquement des joueurs au début de la partie. Les joueurs piochent dedans, ça leur fait plus de dés à jeter pour mieux réussir leurs actions, mais une fois que l'action est finie, ils donnent les dés de Metal Factor utilisés au meneur de jeu, qui après peut faire pareil avec les PNJ. Ça lui fait plus de dés à jeter pour les PNJ, et après il rend les dés aux joueurs et on recommence. Alors la réserve de dés, elle s'épuise pas au cours de la partie, c'est-à-dire que si jamais on venait à épuiser cette réserve, les fins d'aventure risquent d'être compliquées. Ah oui, il y a 50 dés au début de la partie, les joueurs gèrent ces 50 dés comme ils veulent, et si à un moment ils ont tellement puisé dans le Metal Factor que tous les 50 dés sont partis chez le meneur de jeu, bah déjà ils sont un peu dans les ennuis parce que le meneur de jeu va avoir beaucoup de dés supplémentaires à jeter pour les PNJ, puis en plus eux ils ont plus cette ressource pour gérer l'opposition, donc ouais il y a un petit aspect tactique quand même de savoir, d'arriver à jauger. C'est quelque chose qui s'acquiert au fil des parties, d'arriver à jauger si c'est le bon moment ou pas le bon moment pour puiser dans le Metal Factor. Et puis de donner ces dés au meneur de jeu qui, lui, du coup, devient un peu plus puissant, on peut dire, au fur et à mesure que l'aventure se déroule. Exactement, c'est complètement le principe, ouais. Alors, c'est une réédition, une version 1.5. Entre l'édition 2009 et l'édition 2018, on peut dire 2019, parce que le temps que la campagne se déroule et que le jeu arrive chez les backers, ça va être sûrement en 2019. Ça fait 10 ans de travail à refondre les règles. Oui, alors c'est presque un travail d'horloger, quoi, pour au fil des parties noter toutes les petites choses qui allaient pas, refaire les équilibrages sans tout bouleverser non plus, parce que si on bouleverse tout, forcément, en fait, tous les équilibrages ils sont à refaire. Donc oui, mais en même temps, pour moi, une des grandes réussites du jeu, c'est que ça fait 10 ans que le jeu existe sous sa forme publiée. Moi, j'y jouais déjà depuis 5 ans avant, donc ça fait 15 ans que je joue à Metal Adventure. J'ai toujours envie d'y jouer, et donc je continue d'améliorer le jeu, oui. Le retour des joueurs, parce que j'imagine il se joue partout, en convention, il est important aussi. Ah oui, surtout quand on a lancé le jeu, même non à toutes les époques, mais c'est vrai que je me souviens quand on a lancé le jeu, du coup la finalisation du travail d'édition, ça avait été un gros rush. J'étais un peu claqué et le fait de côtoyer les joueurs dans les conventions, de voir que le jeu leur plaisait, et puis d'avoir des retours, oui, c'était très très important, oui. Alors jusqu'à présent, il y avait un manuel des joueurs, un guide du meneur qui était paru avec l'écran. Il y avait des suppléments aussi. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur ce que va nous proposer cette campagne qui débute, je rappelle, le mardi 27 novembre? Alors pour l'instant, ce que je peux dire sur la campagne, c'est que on proposera aux gens, on propose aux gens un nouveau manuel des joueurs, un nouveau guide du meneur, donc estampillé 1.5, et qui seront intégralement compatibles avec les suppléments déjà parus et vice-versa. Les suppléments déjà parus pourront être joués avec les livres de base 1.5. Et après, évidemment, c'est le jeu du crowdfunding. Plus il y aura de paliers qui seront débloqués, et puis plus potentiellement il pourrait y avoir des choses en plus du manuel des joueurs et du nouveau guide du meneur. Alors on parle peut-être de qualité, des fois on passe d'une couverture souple à une couverture rigide, mais il y a aussi peut-être déjà des suppléments qui sont prévus pour cette campagne. Oui. D'accord. Non, mais c'est bien de garder le secret. C'est aussi le principe de la campagne de crowdfunding. Ça invite les gens à venir dès ce mardi sur la plateforme pour en savoir plus. Les jeux de rôle. Est-ce que d'abord, je vous ai pas posé la question, mais vous avez créé autre chose que des jeux de rôle dans le monde ludique? Alors, on peut pas dire que j'ai créé d'autres choses, mais j'ai participé à d'autres types de jeux, notamment pendant
un peu plus de 2 ans, je travaillais pour Rackham, qui est donc qui était un éditeur de jeux de figurines, et donc je faisais du jeu de figurines, comme on dit dans le milieu, du jeu de figurines d'escarmouche, voilà. Ce qui était, et puis ils avaient un jeu de plateau aussi qui s'appelait Hybrid, qui était, on va dire, un special like, et j'avais travaillé dessus aussi, ouais. Et du coup, c'était juste pour vous entendre dire, est-ce que la conception de jeux de rôle et de jeux de société, il y a des choses qui se recoupent et des choses qui diffèrent et qui seront toujours différentes? Oui. Alors, je dirais, j'aurais tendance à dire que, enfin, en tout cas pour moi, la conception de jeux de plateau et de jeux de figurines a quelque chose de plus impitoyable, je dirais, que le jeu de rôle. Parce que dans un jeu de rôle, entre le système de règles qui en général couvre tout un tas d'aspects, le background qui peut être aussi un vecteur d'enthousiasme, la prestation du meneur de jeu, la prestation des autres joueurs à la table, il y a tout un tas de paramètres qui entrent et qui font que la partie elle est sympa ou pas sympa. Dans un jeu de plateau ou un jeu de figurines, j'ai tendance à dire que s'il y a une bêtise qui est faite sur l'équilibrage du jeu, ça pardonne beaucoup moins que dans un jeu de rôle. Voilà. Donc du coup, c'était une bonne école parce que ça apprenait à bien réfléchir à ce qu'on faisait. Quand on pense à un univers un peu science-fiction ou beaucoup science-fiction, est-ce qu'on est sollicité peut-être par des auteurs, des romanciers qui, parce que c'est déjà arrivé, qui aimeraient adapter cet univers sous forme de roman? Est-ce que ça vous est arrivé à vous? Ça m'est pas arrivé, et non. Enfin, Et- pas encore en tout cas. Mais est-ce que ce serait envisageable? C'est toujours une porte ouverte? Bah pourquoi pas. Après, je suis pas l'unique décideur sur la chose, puisque il faudrait voir aussi avec Matago, mais dans l'absolu, enfin sur le principe en tout cas, il n'y a pas d'objection, bien sûr. Le travail avec Matago, comment il s'articule? Vous êtes le concepteur du jeu, mais j'imagine que vous apportez aussi leur vision et puis surtout pour une campagne de crowdfunding. Ah bah oui, bah de toute façon avec Matago, maintenant c'est une longue histoire. Ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble, et effectivement ils ont une très très grande expertise sur l'édition et sur la fabrication, et notamment ils apportent un très grand soin à la réalisation technique des ouvrages. Donc bah, pour ceux qui connaissent un peu les produits Matago, que ce soit les jeux de rôle ou les jeux de plateau, c'est toujours des beaux produits, bien illustrés, bien maquettés. Donc pour un auteur comme moi, c'est plutôt sympathique, oui. Je vous invite à vous connecter ce mardi 27 novembre pour le début de cette campagne autour du jeu de rôle Metal Adventure. Je rappelle que c'est la version 1.5 de ce jeu qui existe depuis 2009. Nous en parlions avec l'auteur du jeu, Arnaud Cuidé. Merci beaucoup, très bonne continuation et très bonne campagne à vous. Merci beaucoup. À bientôt.